Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oui. Bon, merci d'être ici, d'avoir bravé un peu la tempête. Vous êtes les bienvenus. Mais avant de donner début à la soirée, je vais passer la parole à Sandrine, qui va vous donner la bienvenue au nom des Amis de la Terre qui nous accueillent chez eux comme d'autres fois, et en espérant que ce ne sera pas la dernière. Oui, ben merci Augustine. Non, ça ne sera pas la dernière. C'est toujours un plaisir de faire des soirées comme ça avec le Centre Justice des Femmes en collaboration avec vous. Non seulement parce que vous êtes des personnes charmantes au Centre Justice des Femmes, mais en plus parce que les thèmes abordés sont toujours extrêmement intéressants. Donc voilà. Un merci spécial à Augustine, à M. Vaillancourt, à M. Jeunet et à Émilie Dufour qui viennent tous de Montréal. Charlevoix pour Émilie, puis des Laurentides. Donc aujourd'hui, vu la météo, merci beaucoup. Parce que je pense que ça a été une épreuve de force peut-être pour certains. Donc merci beaucoup. Avant de commencer la soirée, moi c'est juste quelques petites annonces comme ça que je vais vous faire et puis Augustine vous présentera les panélistes. Des petites annonces en lien avec ici les activités aux Amis de la Terre, dans le sens où notre prochaine activité, le mercredi 24 février, c'est une soirée d'accueil. Donc pour les personnes qui ne seraient pas membres, qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur l'organisme, c'est une petite rencontre comme ça, qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie, où ma collègue Estelle va vous présenter l'organisme, les possibilités d'implication, que ce soit par exemple au niveau de l'agriculture, la gestion des matières résiduelles, l'eau, l'énergie. Et après, vous, si vous voulez vous impliquer ou juste prendre des informations, ça sera selon votre choix. Donc ça sera le 24 février à 17h30. Puis il y a des petites bouchées thématiques, donc c'est pas le gros buffet, il y a des petites bouchées végétariennes ou des choses comme ça. Donc ça commence à 17h30 et le 22 février, on a une projection de discussion à la bibliothèque Gabriel Leroy qui s'appelle Cowspiracy. Donc Cowspiracy, ça traite des impacts de l'élevage industriel donc, sur la planète. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez avoir plus de renseignements, soit sur notre site internet ou ici vous avez les programmations. Une petite annonce en lien avec l'austérité, parce que c'est ce dont on va parler ce soir. Il y aura 2 actions en lien en fait avec le budget qui va être déposé au mois de mars par le gouvernement. Il y aura une action surprise le 24 février. Donc surprise, c'est vraiment le cas de le dire. On se rejoint ici dans cette salle ici le 24 février à 11h30 et là les détails nous sont donnés sur l'action. Le genre d'action surprise c'est très varié. Au mois de novembre quand il y a eu des manifestations, c'était soit l'occupation de bureaux de députés, l'occupation de banques, mais rassurez-vous, personne ne va en prison, ça reste très, très pacifique, c'est dérangeant, mais il n'y a pas ça reste en tout cas très très pacifique. Et le 22 février à 15h30 avec le comité populaire, Marie-Ève Deschênes et Nicolas, ça sera un drop de bannière. Donc ça sera, c'est à eux de payer, à aller chercher l'argent là où il est. Donc il y aura des bannières qui seront fournies par le comité populaire, qui seront affichées à certains points de la ville de Québec. Donc si vous voulez y participer pour aller afficher ces bannières, ça sera la façon de cette fois-là de manifester. Donc il y aura probablement d'autres actions qui vont s'organiser pendant cette semaine d'action des vengeances. C'est vraiment les nouvelles fraîches cet après-midi. Et puis, comme on va parler d'austérité, en temps d'austérité, pour nous aussi, le membership, avoir des membres, c'est important. Donc, si vous n'êtes pas membre et que vous souhaitez le devenir, Rémi ici tient une table avec les petits coupons pour devenir membre. Les cotisations sont de 15 ou 20 $ cotisation régulière, où on a aussi des cotisations pour les faibles revenus à 7 $. Donc sachez que c'est aussi une façon de vous impliquer que d'aider l'organisme financièrement. Sur ce, Augustin, je te laisse la parole. Merci Sandrine. Je voudrais aussi remercier, à part les Amis de la Terre pour l'accueil ici, aussi à Attaque Québec, avec qui nous avons co-organisé cette soirée et que même le président d'Attaque Québec, Claude, est ici comme panéliste aujourd'hui.
Et alors, c'est une collaboration qu'on a fait à plusieurs reprises et qui est toujours gagnant-gagnant, je pense, et on est content de pouvoir la maintenir. Écoutez, très brièvement, quand on s'est posé la question dans notre programmation pour cette année sur la question de l'austérité, on s'est dit deux choses. Nous ne pouvions pas, comme Centre de justice et foi, qui est un centre d'analyse sociale, ne pas faire quelque chose sur cette thématique. Mais en même temps, on était conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qu'il y a beaucoup d'organismes qui en parlent, il y a beaucoup d'activités, et on ne voulait pas non plus se répéter, non? Disons, parce que faire des choses ou dire des choses que les autres ont fait déjà, c'était un peu, disons, peut-être inutile. Et on voulait quelque part voir quel apport singulier on pouvait faire, nous, dans la thématique ou dans l'angle qu'on pourrait choisir. Et on a fait ça autant pour Montréal, qu'on a eu l'activité lundi dernier. Dans ces cas-là, c'était l'austérité avec un regard spécifique sur les effets à niveau de l'éducation et à niveau des femmes. Et dans le cas de Québec, il nous a semblé qu'il y avait une thématique que surtout, pas seulement les gens de Québec, les gens de Montréal, des grands centres urbains, peut-être ne sont pas très conscients, parce qu'ils manquent d'informations, que comment ces mesures d'austérité, ces politiques d'austérité affectent de façon singulière et spécifique aux régions au Québec. Non? Parce que c'est sûr qu'il y a des choses communes dans les régions et dans les centres métropolitains, mais il y a des choses qui sont différentes. Non? Les effets ne sont pas de la même nature. Et c'est sur cette orientation, cet angle qu'on a voulu, en quelque part, orienter la soirée. En fait, il y a trois choses qu'on va essayer de faire ce soir, trois objectifs. D'abord, en quelque part, questionner ce lien qui semble si clair par tout ce qu'on entend dans les milieux plutôt officiels du gouvernement, que les mesures d'austérité sont justifiées par le besoin d'un rééquilibrage des finances publiques et qu'on ne peut pas dépenser plus de ce qu'on n'a pas. Non, il semble que c'est un argument quand même des personnes qui d'abord ne seraient pas acquises, finissent par l'adopter, disons, au nom de la lutte contre le déficit et pour atteindre l'équilibre budgétaire. On va jeter voir un regard si c'est aussi vrai que semble-t-il, ou c'est plutôt un écran de fumée qui cache d'autres intentions ou objectifs. On va, comme je l'ai dit, se pencher sur l'impact spécifique, pas sur toutes les régions du Québec, parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas faire le tour, mais à partir d'un exemple concret, voir comment il y a des choses qui sont singulières, particulières aux régions dans cette situation d'austérité. Et en troisième lieu, pour ne pas rester seulement dans les constats négatifs et sortir tous déprimés d'ici en disant puis rien à faire, voir par un exemple qui nous vient de la MRC de Charlevoix, qu'est-ce qu'on peut faire pour revitaliser des régions qui peuvent éprouver des problèmes de survie, de viabilité, dans une démarche vraiment participative démocratique. Non? Ce sont les trois objectifs qu'on s'est marqués. Alors, je vais vous présenter, excusez-moi, les panélistes au fur et à mesure qui vont parler. La première personne, ça va être Claude Baillancourt. Il est professeur au Cégep, écrivain, président d'Attaque Québec et j'aime dire qu'il est une des spécialistes sur la question des paradis fiscaux. Non? Alors, si vous voulez en savoir tous les contours, les raccoins de ce qu'est les paradis fiscaux, surtout en référence au Québec, Claude, ça fera un plaisir, peut-être pas ce soir, non? Mais Attaque Québec offre même des formations et des conférences, des activités sur cette thématique. Non? En 20 minutes, vous allez voir, il va vous mettre à la table clairement sur cette supposé lien entre mesures d'austérité et lutte contre le déficit et pour atteindre l'équilibre budgétaire. Alors, les prochaines 20 minutes, Claude, sont à toi. Tu peux prendre cette micro. Est-ce que je vais m'élever d'abord pour les gens derrière? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro, c'est nécessaire? Oui, pour l'enregistrement. C'est pas nécessaire pour l'enregistrement. Ouais. Donc, je vais prendre comme ça. Je suis désolé, mais... Oui, OK. Ben, merci,
des Amis de la Terre de nous accueillir. Vraiment, c'est très sympathique. Ça fait quelques fois que je viens ici, c'est toujours un grand plaisir. Et c'est toujours aussi un grand plaisir de travailler avec le Centre Justice et Foi. ATTAC et le Centre Justice et Foi, ça fait plusieurs fois qu'on fait des événements ensemble et je pense que ça se passe toujours bien. Et puis il y en aura sûrement d'autres qui vont venir, n'est-ce pas, Augusti? Alors, écoutez, je vais commencer mon exposé par une anecdote. Je peux vraiment pas m'empêcher de la rencontrer, celle-là. Ça concerne notre premier ministre, M. Couillard. M. Couillard, avant d'être premier ministre du Québec, vous savez certainement qu'il a travaillé en Arabie Saoudite. Quand il travaillait en Arabie Saoudite, il faisait pas juste soigner les gens puis placer son argent dans les paradis fiscaux. Il y avait quand même beaucoup de temps libre et c'est un homme qui aime beaucoup l'histoire. Comme c'est un homme intelligent, un homme instruit, un homme cultivé, ben, il s'intéresse plus spécifiquement à l'histoire. Dans l'histoire, il s'intéresse au 18e siècle français. Dans le 18e siècle français, il s'intéresse à la Révolution française. Et dans la Révolution française, à quoi il s'intéresse? C'est vrai, là, c'est dans la biographie d'Alec Castonguay, il s'intéresse à la guillotine. Eh bien, Philippe Couillard a donné 2 conférences très appréciées, très bien documentées en Arabie Saoudite sur la guillotine. Donc, entre couper des têtes et couper des programmes, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais il y a quand même une espèce de lien à faire. Hein? Donc, l'austérité, c'est vraiment quelque chose qui est très, très dur. Alors, c'est motivé par, comment je pourrais dire, l'austérité, dans le fond, c'est motivé par le gros bon sens. Pourquoi il faut appliquer les plans d'austérité? Parce qu'on n'a plus d'argent, parce que l'état de nos finances publiques ne nous permet plus, parce que les temps sont durs, parce que, vous savez, avant, on avait des programmes dispendieux, puis ça nous a coûté cher, puis maintenant, on peut plus. Hein? Alors ça, c'est vraiment le discours qu'on entend partout. Et c'est un discours qui a 2 forces. Première force, c'est la logique. Hein, c'est sûr que si on a trop dépensé, mais on se retrouve dans une situation difficile, et puis ben, à ce moment-là, il faut faire des choses. Donc, c'est logique, et à la fois aussi, c'est un discours qui est culpabilisant. On a trop dépensé, on n'aurait pas dû dépenser. Donc, maintenant, il faut se punir parce qu'on a fait ces folies. Hein? Alors, donc, les plans d'austérité, c'est quelque chose qui nous convient parce que, qu'est-ce que vous voulez, quand on ne se comporte pas comme il faut, ben, il faut subir une punition quelque part. Dans la conférence de lundi dernier, j'avais utilisé le mot judéo-chrétien. Ça a l'air qu'il ne fallait pas que j'utilise ça, hein, mais quand même, il y a un petit fond judéo-chrétien là-dedans. Alors donc, si on regarde la raison véritable pourquoi les gouvernements nous imposent des plans d'austérité, c'est ce qu'il va utiliser comme terme, c'est à cause des déficits. Donc, on est obligé de faire des plans d'austérité pour arriver à l'équilibre budgétaire parce qu'on ne peut plus se permettre des déficit. Hein. Alors, si on regarde, dans le fond, la question du déficit, ben, quand le gouvernement libéral a pris le pouvoir, eh bien, il a remarqué qu'il y avait un déficit à venir de 5,8 milliards pour l'année à venir et de 7,3 milliards pour l'année suivante. Oh là là, ça c'est quand même sérieux, c'est des déficits majeurs et c'est vrai qu'il faut faire quelque chose contre ça. Et c'est à partir de ça, de ces statistiques-là, que Couillard va mettre en place ses plans d'austérité. Il l'a répété je ne sais pas combien de fois. Le problème avec ces statistiques-là, c'est que c'est un déficit qui est inventé. C'est un déficit qui n'existait pas. Hein, et qui n'a jamais existé. D'où ça vient ces chiffres? Ben là, c'est pas moi qui va le dire, c'est le très respectable journaliste à Radio-Canada, Gérald Filion. Alors, je le cite. Il va dire, puisque les comptes n'étaient pas encore terminés, puisque les réponses aux demandes des ministères n'avaient pas encore été données, puisque les révisions de programme n'avaient pas été amorcées ou terminées, puisque certaines annonces n'avaient pas encore été budgétées, le gouvernement s'est emparé des chiffres du compte des dépenses au moment où les ministres du gouvernement marois ont laissé leur table de travail pour partir en élection. Et ce sont ces chiffres qui servent aujourd'hui de base à leur communication pour expliquer les compressions budgétaires à faire. Alors, le vrai chiffre du ministère des Finances, c'était 1 milliard de dollars, hein, si on continuait les mêmes dépenses, qui est à peu près une goutte d'eau hein, par rapport au budget, au PIB, au budget de l'État. Donc, ça veut dire que si on fait des plans d'austérité, dire que c'est pour régler le problème du déficit, ce n'est pas une bonne raison. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le déficit? Bien, il se cache la dette. Oui, on est obligé de faire des plans d'austérité parce que la dette est en croissance permanente et puis c'est inquiétant d'avoir cette dette derrière nous. Il faut bien la payer un jour, la dette. Hein. S'il y en a qui vont sur le site de l'Institut économique de Montréal, vous voyez le chiffre de la dette, ça défile à une vitesse faramineuse. Mais
dans le fond, si on regarde la dette, ben, ce n'est pas un vrai problème du tout. Alors, pourquoi c'est pas un problème? Parce que, premièrement, on est en dessous, notre dette est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, et de façon significative. Ça veut dire qu'il y en a qui sont dans une situation bien pire que la nôtre. Hein? Et ça, j'ai regardé, même sur les sites de droite, on admet que, dans le fond, la dette québécoise, elle est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE quand elle est calculée de la même manière. Hein? Parce qu'évidemment, on peut calculer la dette de toute façon possible pour faire peur aux gens. Donc, elle est moins que celle de la majorité des pays de l'OCDE. Pierre Fortin, qui est quand même pas un économiste révolutionnaire, hein, disons un économiste qu'on peut qualifier de mainstream, n'avait pas dans le centre, qui avait signé le manifeste des Lucides. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et dans le manifeste des Lucides, on s'inquiétait de la dette. On disait la dette, c'est un problème. Pierre Fortin avait endossé ça. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, Pierre Fortin? Je vais vous le citer. Il va dire, les gens pensent encore que la dette est grave. La dette du Québec est pourtant une de celles qui ont augmenté le moins depuis 2009. La dette a augmenté de 40 points aux États-Unis, de 17 points en Ontario et de 5 points seulement au Québec. Hein? Alors donc, ça veut dire que par rapport à d'autres encore, on fait beaucoup mieux, et ça, avant même que le gouvernement Couillard entreprenne ces mesures d'austérité. Et ce n'est pas tout. Hein? Souvent, les gens disent que le problème de la dette, c'est quel montant par rapport au PIB. Ben, il y a un autre économiste très respectable qui a examiné ça juste avant de mourir, malheureusement. C'est Jacques Parizeau, hein, qui a écrit 2 articles très, très intéressants. Et qu'est-ce qu'il en conclut? Il en conclut la chose suivante. Il va dire, les pourcentages de notre dette face à notre PIB, c'est un pourcentage qui est bien équilibré. Et il conclut, pas la peine de couper dans l'aide sociale pour ça. Hein, je pense que le message est assez clair. Et c'est pas tout. Hein, la dette des Québécois, c'est très important de savoir à qui la dette appartient. Hein, si la dette nous appartient à nous, c'est pas bien grave. Hein, on ne mettra pas le pays en faillite pour être remboursé tout de suite. Si la dette appartient à des étrangers, ça c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on peut titriser la dette, faire des titres avec la dette, vendre ça sur les marchés financiers qui vont spéculer là-dessus. Là, on perd le contrôle de notre dette. C'est ce qui est arrivé à la Grèce. Ça devient catastrophique. Or, les chiffres nous disent que la dette nous appartient à nous à environ 80%. Alors, c'est pas dangereux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui peut faire des folies avec la dette et vous dire votre dette vous appartient, vous allez adopter telle politique. Donc, ça, c'est quand même une autre statistique intéressante. Calme plat du côté des agences de notation. Les fameuses agences de notation qui sont en New York, qui évaluent la dette des différents pays, ben, c'est le beau fixe. Hein, pour le Québec, on regarde ça, il n'y a aucune menace, aucun problème à l'horizon, donc tout va bien de ce côté-là. Et dernièrement aussi, les plans d'austérité ont été appliqués à travers le monde à cause des effets de la crise de 2007-2008 qui ont mis des pays, qui ont forcé les pays à soutenir leurs banques à coups de milliers de milliards de dollars par année. Ça s'est passé en Europe, aux États-Unis. Ça a beaucoup moins été le cas au Québec et au Canada parce que c'est nous, le gouvernement, qui nous disent, nous, on a un bon système bancaire réglementé. On a fait des folies quand même. Pensez à la Caisse de dépôt, mais on a fait moins qu'ailleurs. Donc, il n'y a pas cette justification de la crise 2007-2008 aussi forte pour finalement faire la dette. Alors, si on n'a pas de problème de déficit, hein, si on n'a pas de problème de dette, ben pourquoi, dans ce cas-là, on est obligé de faire des formes d'austérité? Premièrement, on n'est pas du tout obligé, on en a fait, mais quand même, il y a un petit problème. Le problème, c'est qu'on a réduit les revenus qu'on pouvait obtenir en tant qu'État. Alors ça, c'est l'excuse parfaite pour les gouvernements. On n'a plus d'argent. Alors, on va s'arranger, finalement, on va fabriquer une espèce de situation de crise financière pour dire, regardez, on n'a plus d'argent, maintenant on ne peut plus investir dans les programmes sociaux, dans les services publics, etc. Alors, ça s'est passé aux 2 niveaux de gouvernement. Hein, et le fédéral, il faut quand même en tenir compte parce qu'il y a des transferts du fédéral au provincial. Gouvernement du Québec, Parti québécois, 44,5 milliards de baisse d'impôts en 2001. Parti libéral, 2 milliards de baisse d'impôts dans les mandats du gouvernement Charest. On a éliminé une taxe sur le capital qui rapportait environ 1 milliard de dollars par année, qui était payée entre autres par les banques et les compagnies d'assurance. L'IREC, qui est un institut économique, a calculé que de 1997 à 2013, hein, le gouvernement québécois se prive de 8,4 milliards de dollars par année. C'est quand même une somme colossale. Hein. Est-ce qu'on était tellement plus étouffé avant? Je pense pas. Hein.
Mais n'empêche que maintenant, on se rend compte qu'on est obligé de détruire des choses qui sont extrêmement précieuses sous le prétexte que finalement, on ne va pas chercher assez d'argent. Gouvernement du Canada, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement du Canada? Réduction drastique de l'impôt des entreprises. On a diminué de moitié l'impôt des entreprises. On est rendu maintenant le plus bas et de loin des pays du G7. Les entreprises payent 15% d'impôts, ce qui est vraiment très, très peu, et ce qui est moins qu'ailleurs. Est-ce qu'on est obligé d'avoir moins qu'ailleurs? Non. Alors ça, c'est des revenus considérables. Ensuite, qu'est-ce que va faire le gouvernement conservateur? Il va signer des accords sur la double imposition avec les paradis fiscaux. En d'autres mots, il va rendre les fuites fiscales beaucoup plus faciles à la fois pour les individus et pour les entreprises. Hein? C'est leur donner une espèce de coup de pouce. Allez-y dans les paradis fiscaux. On vous donne les moyens que ça soit plus facile auparavant. Ensuite, on va créer un nouvel abri fiscal pour la classe moyenne élevée, c'est les CELI. Hein, les CELI, on ne peut pas dire que c'est la population qui demandait on veut des CELI, on veut des CELI. Ils sont arrivés avec ce beau cadeau dont les pauvres de la classe moyenne profitent somme toute très très peu. Hein, et finalement, quand les CELI, ça s'accumule, ça fait des pertes considérables. Fort heureusement, le nouveau gouvernement a refusé de hausser le plafond CELI, ce qui aurait été vraiment catastrophique. Ça aurait été des milliards de dollars de pertes pour l'État. Donc, on commence à réparer les dégâts, mais quand même, donc on a créé ça. Et finalement, on a réduit la TPS de 2%, ce qui n'est pas une mauvaise mesure en soi, parce que la taxe, c'est régressif, mais quand même, ça fait toujours des revenus de moins. Alors, voyez, ça fait dans la colonne de chiffres, là, beaucoup, beaucoup moins de revenus. Alors, pourquoi les gouvernements se privent si volontairement de revenus? Hein? Eh bien, c'est parce qu'il y a un projet qui se cache derrière ça. Parce que le fait d'avoir moins d'argent, c'est donc que ça fait leur affaire. Hein? Et dans le fond, l'austérité, c'est un projet politique. Un projet politique qu'on n'ose pas avouer. Rappelez-vous la dernière campagne électorale au Québec, on a parlé de la charte, on a parlé du référendum. Est-ce qu'on a mentionné le mot austérité? Ou même rigueur budgétaire, non. Alors, on n'a pas parlé de ça. Une fois au pouvoir, on fait semblant de découvrir un gouffre financier, puis on applique ces mesures. Il y a un gouvernement, par contre, qui, lui, a fait sa campagne électorale là-dessus. C'est le gouvernement du Royaume-Uni. David Cameron avait parlé d'austérité dans sa campagne électorale. Et une fois qu'il a remporté le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Il va dire, les mesures d'austérité vont affecter chaque personne au pays et elles vont s'appliquer pendant des années, voire des décennies. Donc, vous comprenez le topo. On ne met pas des plans d'austérité pour régler un problème, puis ensuite, quand le problème est réglé, on relance l'économie par des investissements. C'est pas comme ça que ça se passe. Les plans d'austérité sont là pour rester le plus longtemps possible. Et pour s'assurer de ça, on va faire ce que j'appelle le cycle de l'austérité. Hein? Qu'est-ce que c'est que le cycle de l'austérité? C'est que on fait des baisses d'impôts. Donc, parce qu'on a moins de revenus, on est obligé de faire des coupes. Hein? Et là, on rétablit un équilibre budgétaire. Et une fois que l'équilibre budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des nouvelles baisses d'impôts. Hein? Et comme on fait des nouvelles baisses d'impôts, on est encore obligé de faire des coupes de services, rétablir l'équilibre, et encore on recommence. Finalement, jusqu'à temps qu'il y ait presque plus d'État. Et c'est ce que les libéraux ont dit. Hein, ils ont dit, après des plans d'austérité, nous, on veut revenir en élection en annonçant des baisses d'impôts à la population. Hein, c'est ce que la CAQ propose aussi, des nouvelles baisses d'impôts, et c'est ce que le Parti conservateur, qui n'a pas été élu, fort heureusement, proposait aussi, des nouvelles baisses d'impôts. Et puis c'était aussi pour la classe moyenne élevée et non pas pour les pauvres. Donc pourquoi finalement on arrive à un État qui est démantelé? Eh bien parce que ça fait l'affaire des grandes compagnies. Un État affaibli, c'est un État qui est, je dirais, plus faible. Hein? Alors donc on peut aller chercher ces services publics qui vont devenir privés, hein, et finalement, on va se renforcer. Et quand ça s'écroule vraiment, comme en Grèce, ben là, c'est le bonheur total, puisqu'on a des actifs qui sont devenus très bon marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, on peut, dans le fond, aller chercher de l'argent supplémentaire. Donc, la solution, c'est d'aller chercher de l'argent supplémentaire. Et ça, il existe toutes sortes de moyens. Alors, je vais en faire une liste très rapide. Il ne me reste pas grand temps, mais je vais y aller rapidement là-dessus. Alors, comment on peut aller chercher de l'argent? En rétablissant un impôt progressif sur le revenu. Donc, plus on donne, en établissant des nouveaux paliers d'imposition pour des revenus plus élevés, en combattant, bien sûr, les fuites fiscales dans les paradis fiscaux,
des sommes colossales qui se cachent là. En imposant des redevances sur les ressources naturelles, on dit aux entreprises, venez vous servir, c'est gratuit, puis vendez-les à l'étranger, nous on n'a rien de ça. Ensuite, une taxation plus élevée sur les entreprises. On n'est pas obligé là qu'on soit le plus bas dans les pays industrialisés. On peut remonter ça au moins au niveau des États-Unis. Ça serait des revenus considérables. On peut aussi taxer sur les revenus en capitaux. Par exemple, moi, je travaille et pour ça, je paye 100% d'impôts sur mon travail. Mais si je suis en Floride tout l'été et je me croise les bras, je joue au golf, pendant ce temps-là, c'est mon argent qui fructifie quelque part. Mais là, je paye juste 50% d'impôts. Alors, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ensuite, on parle de... Au Québec, rétablir la fameuse taxe sur le capital qu'on a coupée comme ça juste pour faire plaisir aux banques et aux compagnies d'assurance qui se font pourtant des profits gigantesques. Au niveau fédéral, ben ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais on pourrait mettre fin quand même au CELI, c'était abri fiscal de la classe moyenne élevée. On pourrait avoir une taxe sur le carbone, alors ça, vraiment une taxe écologique qui fait que les pollueurs doivent payer, c'est beaucoup mieux qu'un marché du carbone. Nous, à TAC, on va aussi prôner beaucoup une taxe sur les transactions financières. Il y a des milliers de milliards de dollars qui sont échangés à chaque jour sur les marchés financiers de cet argent absolument immense, incroyable. Alors, il n'y a rien qui redescend à la population. Petite taxe de 0,1%, même moins que ça rapporterait des milliards dans l'économie du monde entier. Ça peut se faire à l'échelle locale, ça peut se faire à l'échelle internationale. Il peut y avoir aussi une taxe progressive à la sur les produits de luxe. Alors finalement, pour conclure, eh bien, on se rend compte que le véritable projet du gouvernement Couillard, si on regarde la cohérence de tout ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. À l'époque des inégalités sociales, à l'époque où on dit partout dans le monde qu'un des principaux, peut-être le principal problème, c'est les inégalités sociales, que 62 personnes aient autant que la moitié de l'humanité, c'est un fichu problème, il faut faire quelque chose contre ça. Ben, le gouvernement Couillard, il fait exactement le contraire. Toutes ces mesures vont dans le sens d'augmenter les inégalités sociales. 4 exemples. Par exemple, ce qu'il veut faire, il veut passer d'une fiscalité progressive. Il dit qu'il faut payer moins d'impôts, mais plus de taxes. Or, les taxes, c'est des mesures régressives. Pour un pauvre, payer des taxes, ça lui coûte proportionnellement plus cher. Et ensuite, pour quelqu'un qui est vraiment, qui a des problèmes de pauvreté, ben normalement, il ne paye pas d'impôts. Mais il paye des taxes. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de passage de l'un à l'autre. Le fait que ce gouvernement-là privilégie clairement les hauts salariés, on l'a vu avec les salaires de médecins qui ont augmenté d'une manière vraiment significative. Nos médecins sont actuellement les mieux payés au Canada. Et des cadeaux, par exemple, de 1,3 milliard que le gouvernement va faire à une entreprise très riche, quand même l'entreprise Bombardier. Donc, on voit que c'est les gens en haut qui intéressent ce parti-là. Et pendant ce temps-là, on s'en prend aux plus pauvres. Les pauvres, eux, ils doivent payer. Donc, projet de loi 70 sur l'aide sociale, coupe des programmes qui vont toucher les plus vulnérables, femmes handicapées, toxicomanes, CPE, tout est là, et c'est vraiment les personnes les plus vulnérables. Et en région aussi, on va voir les effets de ça. Et finalement aussi, on va s'attaquer à l'éducation. L'éducation qui est fondamentale pour l'émancipation des individus et aussi pour avoir une meilleure vie. Des individus instruits, ils ont davantage le contrôle de leur vie. Ils peuvent, beaucoup mieux sortir des difficultés de la vie. Alors, on sait que l'éducation actuellement au Québec est sous-financée, c'est dramatique. Donc, la somme de tout ça, c'est vraiment une situation de plus grande inégalité, d'inégalité croissante, alors que ce qu'il faut faire, c'est exactement aller dans le sens contraire. Alors donc, les Québécois se sont battus avec énergie contre l'austérité. Quand même, il y a eu des manifestations un petit peu partout. Alors maintenant, ce que je dois dire, c'est qu'on a toute la légitimité pour continuer et qu'il va falloir continuer ce combat, absolument. Alors voilà, merci. Merci Claude de cet effort on m'entend? Oui. En 20 minutes comprimer et nous donner l'essentiel, mais combien clair de toute cette politique d'austérité et le dessous, les vraies raisons qui ne sont pas toujours évidentes dans les discours officiels. Le prochain intervenant, c'est M. André Genet. Il est vice-président de Solidarité Rurale Québec depuis environ 4 ans.
il représente dans le conseil d'administration de cet organisme le réseau Ville et Village en Santé. Il a été élu conseiller municipal en février 1990. Il me dit qu'il est maire de 3 villages, non? Montfort, Laurel et Saint-Michel, qui ensemble font la municipalité de Wentworth Nord, à peu près, ma prononciation n'est pas très bonne. Depuis 1992, il est maire. Il est préfet adjoint de la MRC des Pays d'en haut depuis 2001. Et il me dit qu'il est retraité. J'ai des chances parce que sinon, je ne sais pas comment il ferait pour avoir le temps d'être si occupé. Non? Alors, on lui a demandé, évidemment, à partir de son expérience de où il est maire et conseiller municipal depuis longue date, comment les mesures d'austérité affectent d'une façon singulière et spécifique dans une région éloignée des grands centres urbains. Sûrement qu'il y a des choses qui peut-être ne s'appliqueront pas partout au Québec, mais sûrement qu'il y a des éléments que oui, qui vont être éclairants pour d'autres situations. Alors, les prochaines 20 minutes, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Ça va, le micro? Merci beaucoup. Et au départ, c'était Claire Bolduc qui aurait dû être ici. Malheureusement, comme vous savez, Solidarité rurale, je vais vous l'expliquer un peu plus en profondeur tantôt, mais a perdu le mandat d'instance conseil. Il y avait tout le budget qu'elle a avec. Ce qui fait que présentement, quand Solidarité rurale sort, c'est quand on est invité. Et puis, il faut que les organismes paient nos frais de déplacement. Et Claire étant de l'Abitibi, du Témiscamingue, ben ça coûte peut-être trop cher pour qu'elle puisse venir ici. Fait que, désolé pour vous, ça ne sera pas Claire Bolduc. Comme Augusti le disait, je suis élu municipal. Ben, premièrement, je voudrais vous remercier d'être ici. Et vous avez quand même une chance d'être dans le milieu de Québec comme ça. Il y a des belles salles disponibles, il y a des gens. Mais je vous remercie de vous être déplacés pour venir vous instruire comme ça sur des éléments qui se vivent ailleurs. Vous auriez pu écouter la télévision, faire d'autres choses. C'est pas qu'il n'y a pas des choses instructives là, mais, à la télévision, mais merci beaucoup d'être ici et de nous avoir invités à présenter un peu ce qu'on pouvait vivre. Fait que comme je vais le présenter parce que j'ai depuis 25 ans effectivement eu plusieurs chapeaux. Il y a des erreurs de parcours que j'ai fait là, à prendre certains chapeaux. Mais effectivement, je suis élu municipal depuis plus de 25 ans. Je suis tombé dans la soupe quand j'étais jeune. Mes parents étaient secrétaires trésoriers d'une petite municipalité, puis de Wentworth Nord à l'époque. Et à un moment donné, quand je suis revenu dans mon patelin, les gens ils m'ont dit vous devrez être impliqué parce qu'il y avait des problèmes au niveau de l'environnement. C'est ce que j'ai fait. Puis je suis resté dans la soupe depuis ce temps-là. Je suis effectivement préfet adjoint. Je suis maire depuis 92, préfet adjoint. Depuis 2000, chez nous, on a un préfet élu suffrage universel, ce qui est différent de la majorité des MRC du Québec. Wentworth Nord, en passant, c'est dans les Pays d'en haut. Si vous avez écouté la nouvelle émission non censurée des Pays d'en haut, elle est beaucoup plus intéressante. Ma mère l'aime pas parce qu'elle ne reconnaît pas son Séraphin, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Donalda n'est pas censuré par l'Église et le curé Labelle non plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais manquez pas ça, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Fait que je suis dans la MRC des Pays d'en haut, dans les Laurentides. Les principales villes que vous pouvez connaître, c'est Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Et Wentworth Nord, c'est la plus grande municipalité de la MRC, mais elle est très peu connue. Parmi les erreurs que j'ai faites, entre autres, c'est de devenir président du Conseil régional des loisirs. Je vais vous en parler un petit peu des impacts au niveau des loisirs. Je dis que c'est une erreur parce qu'à l'époque, je n'étais pas à ma retraite. Et puis, en étant président du Conseil régional, je siégeais d'office sur 9 conseils d'administration, ce qui fait qu'en plus de mon travail en centre jeunesse, là, ça faisait pas mal d'heures. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis payé un burn-out. Là. Mais on apprend toujours de ça. J'ai aussi été président de la corporation du Parc Linière. C'est le Parc Linière, le Petit Train du Nord. Ça fait que je vais vous montrer aussi les impacts qu'il y a eu à ce niveau-là. Je suis administrateur à l'Agence régionale de la forêt privée des Laurentides et je suis aussi... j'étais commissaire, maintenant ça a changé de fonction, mais j'étais commissaire dans la Commission des ressources naturelles du territoire des Laurentides. Ça gère plus les forêts publiques.
Ça relevait des CRI. Les CRI sont disparus. Là, on a récupéré ça. On a récupéré un peu le personnel. C'est maintenant un mandat d'Antoine Labelle. Et puis, on essaie de gérer la forêt publique de ce lieu-là. Je suis administrateur aussi au centre de tri centriste. Je vais vous parler un peu des impacts, curieusement, que l'hostilité a au niveau des centres de tri. Je suis aussi administrateur dans une régie intermunicipale de déchets. Vous allez voir aussi qui rentre pas mal moins de déchets qui en rentraient avant. J'étais vice-président de CLD des Pays d'en haut. Maintenant, le CLD a été aboli, ce qui fait que c'est récupéré au niveau de la MRC. Je suis administrateur, comme on l'a dit, au niveau du réseau de villes et villages en santé. Je suis membre d'un comité de recherche à l'INSPQ, membre de la commission permanente du développement social, des institutions et de la démocratie de la FQM. Fait que ça nous donne des coups. Et effectivement, vice-président de Solidarité rurale du Québec, la coalition. Étant élu depuis plus de 25 ans, moi, dans mon comté, et à l'époque, j'avais la chance d'avoir M. Claude Ryan comme étant député et ministre des Affaires municipales. Je vous parle de ça depuis 25 ans parce que pour moi, l'austérité ne date pas d'hier. Elle date depuis plusieurs années. À l'époque, on appelait ça, puis je garde beaucoup mes documents, on appelait ça à l'époque la décentralisation. Concrètement, ça le fait chez nous, dans la municipalité chez nous, mais c'était même à la grandeur du Québec. M. Ryan, il nous disait, vous êtes capable de gérer la route, les routes principales, les routes provinciales, vous êtes capable de gérer ça. Fait qu'il nous a donné, chez nous, dans la municipalité, 25 km de route. En même temps, on a été très généreux parce que c'était député puis il était de notre comté. Fait que comme ministre, il nous a donné 156 000 $ par année pour gérer 25 km de route. À l'époque, c'était un pas pire bon deal. Et c'était supposé d'être là pour 5 ans. Ce qui fait qu'on était contents. OK, on gérait, c'est nous autres mêmes, qu'on n'avait pas à chioler après le ministère des Transports, sa route n'était pas bien nettoyée. C'est nous autres qui en occupaient et qui l'entretenaient. Il nous avait aussi donné la gestion des ponts. On sait qu'avec les années, les ponts ont été repris par le gouvernement du Québec et je suis bien désolé de ça. C'est sûr qu'on n'avait pas d'argent pour les entretenir, mais en même temps, maintenant, ils sont tout fermés. La majorité des ponts, on a mis des limites de charge dessus. Ils ne sont pas capables de les réparer eux autres mêmes, puis qu'ils mettent des limites de charge, puis là, on n'est plus capable de passer tes camions de vidange, on n'est plus capable de passer tes camions pour aller vider les fosses septiques, on n'est plus capable de passer en nulle part. Fait qu'ils ont repris la gestion, mais en même temps, ils nous coupent, il n'y a pas moyen de développer par rapport à ça. En même temps, vous savez que M. Ryan, c'était la main de Dieu, pour ceux qui s'en rappellent, c'était la main de Dieu, ce qui fait que d'une main, il nous avait donné de l'argent, il nous avait donné 156 000 $. De l'autre main, il avait décidé à l'époque de nous faire payer pour les services de la Sûreté du Québec. Vous savez que dans des grandes villes, des municipalités comme la ville de Québec, ils ont leur propre police, et Montréal ont leur propre police, et les villes avaient qui a dit que ça serait raisonnable que les municipalités paient aussi pour les services de la Sûreté du Québec. Ce qui fait que il a commencé à nous charger pour la Sûreté du Québec. À l'époque, chez nous, c'était 100 000 $. On trouvait ça que c'était quand même pas pire, parce que la municipalité voisine, Saint-Adolphe, nous avait proposé de payer les frais de leur sûreté municipale et c'était 250 000 $ qu'ils nous chargeaient. Fait qu'à 100 000, on s'est trouvé pas pire. Sauf que depuis ce temps-là, 92, le 156 000 de la voirie est resté à 156 000 et les gens me disaient, parlez pas de ça, M. Genet, vous allez vous le faire couper complètement. Mais en contrepartie, le 100 000 qui sont venus chercher avec la main de Dieu, maintenant, c'est rendu 400 000. Fait que présentement, ça nous coûte 400 000 de la Sûreté du Québec. Et je vous amène cet exemple-là parce que je vous dis que les mesures d'austérité, pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils transfèrent beaucoup. Ils viennent chercher dans un autre portefeuille qui est la richesse foncière. Okay? L'évaluation de vos maisons et tout ça, c'est de même de plus en plus qu'ils viennent chercher, prélever l'argent. Fait qu'ils disent c'est le déficit zéro, c'est la décentralisation, c'est ça, mais ils vont juste prélever l'argent d'une autre façon. Okay? Et présentement, bon, on considère que c'est le meilleur moyen de facturer des gens de par leur richesse. Si tu as des moyens d'avoir une maison d'1 million, ben, tu as un moyen de payer en conséquence, même si tu n'as pas nécessairement de service.
Au niveau des loisirs, je vous parlais que j'avais été président des loisirs. Il y a eu notamment ce que vous avez vu, des coupes au niveau de la route verte. La route verte au Québec, quand on s'était battu chez nous pour faire passer l'aide financière de 1 000 $ du kilomètre à 1 500 $ du kilomètre. Fait que le gouvernement nous avait donné 1 500 pour gérer notamment les 200 kilomètres du parc linéaire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 200 000 par année, on était rendu à 300 000 par année. Malgré que c'est des anciennes voies ferrées. Ce qui fait qu'en même temps, ils nous louaient une emprise, mais comme par hasard, c'est pas comme quand on loue une maison. Quand tu loues une maison, c'est toi qui es responsable de la peinture, de passer le balai, puis tout ça, mais c'est pas toi qui as changé vite, changé les fenêtres, puis changé la toiture. Tandis que là, c'est ce qui se passait. OK? Fait que s'il y avait un ponceau à changer, s'il y avait un pont à changer, c'était toujours à la MRC à le payer. OK? Parce qu'on l'avait loué, mais ça a l'air que c'était encore une façon de se débarrasser pour eux d'une autre facture qui était importante. Et mais ça a été coupé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces coupures-là, c'est pas juste un équipement de loisirs. C'est beaucoup d'impact au niveau de la santé. Il y a énormément de gens qui utilisent la route verte, qui utilisent des emprises comme ça. Nous, on a développé énormément de réseaux de sentiers chez nous parce que c'est des environnements favorables à la santé. C'est très, très important. Et ça l'amène aussi beaucoup au niveau de l'économie. Fait que tous les restaurateurs, les auberges et tout ça, si vous allez à Val-David, là, les restaurants, ils marchent l'été parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes. Fait que ça l'amène beaucoup au niveau de l'économie. Et ça fait en sorte qu'on a 60% de notre population, 60% des utilisateurs qui sont de la région chez nous, fait qu'ils sont très contents d'avoir des environnements comme ça. Chez nous, la municipalité, on développe énormément de sentiers pour ça, pour que ce soit du ski de fond, de la raquette, et les gens, même s'ils ont une maison d'1 million, là, ils veulent aussi être capables d'avoir accès à des grands territoires. Fait qu'on a des sentiers, on donne accès à plein de services, et c'est de même qu'on est capable de retenir un peu de la population chez nous. Si on regarde au niveau de l'Agence de la forêt privée, mais aussi au niveau des commissions naturelles du territoire, des commissions il y avait ce qu'on appelait avant les volets 2. Parce que les fonds sont constitués quand les compagnies prélèvent du bois, ils doivent payer des quotes-parts. OK? Et cet argent-là revient dans la région et on était capable, dans des programmes qui s'appelaient comme le volet 2, d'avoir de l'argent effectivement pour créer notamment des sentiers. Okay? Mais là, ça a été enlevé. Les volets 2 ont été remplacés la dernière fois par ce qu'on appelle les PADF, c'est les plans d'aménagement durable des forêts. Il y a toujours moyen d'aller chercher de l'argent dans ces programmes-là, mais c'est devenu uniquement pour le prélèvement de la matière ligneuse. Ce qui fait que chez nous, puis on avait travaillé beaucoup à avoir ce qu'on appelait la forêt de proximité, pour que, oui, on n'a rien contre les coupes de bois. Et il y a des régions comme la MRC d'Antoine Labelle qui en vivent beaucoup de prélèvement du bois. Mais dans une région plus près, comme les pays d'en haut, la forêt sert à beaucoup plus d'utilisation que ça. Fait que les gens, ils vont y cueillir des champignons, ils vont chercher des produits forestiers non ligneux, plein d'autres choses. Fait qu'on veut être capable de développer notre forêt, d'utiliser notre forêt comme un jardin, mais comme d'utiliser à plusieurs usages. Fait que le gouvernement, il a effectivement acquiescé à faire une forêt de proximité, mais tous les critères ne sont pas encore définis par le gouvernement du Québec et c'est pour le prélèvement de la matière ligneuse. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça sert l'industrie forestière? Est-ce que ça sert ceux autres? Et ils ne voient pas toutes les autres utilisations. Ils ne sont pas capables de chiffrer ça, ce qui fait qu'ils ont répondu favorablement aux compagnies forestières qui ont des contrats d'approvisionnement forestier et ça leur sert plus à eux. Concrètement, ils reçoivent plus d'argent à ce niveau-là. Au niveau de l'emploi, puis au niveau les CRE qui ont été abolis,
je peux pas dire que finalement les gens étaient beaucoup contre ça. Moi, si je regarde un peu ce que la FQM avait déposé comme plan, tout le monde allait dans le sens que la majorité des municipalités rurales, les CRE, c'était loin d'eux autres. Ceux qui avaient le droit, de toute façon, de siéger à la CRE, c'était des villes comme Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, mais pas beaucoup les petites municipalités. Ce qui fait que les CRE, ça n'avait pas tellement... c'était pas tellement prisé. Fait que, d'envoyer la gouvernance vers les MRC, ben, c'est correct. C'est pas nécessairement... C'était encore un peu plus proche que les CRE étaient des citoyens. Sauf que il y a encore là, ils en ont profité, fait qu'ils ont mis... ils ont été chanceux, par contre, comparativement à Solidarité rurale. Ils ont su d'avance que le financement était pour être coupé. Ils ont été capables de se revirer de bord. Là, c'est finalement... Les derniers rapports à la CRE ont dû être mis là, tout dernièrement. Ils ont effectivement eu le temps de se revirer de bord amplement. Mais c'est aussi l'abolition des CLD. Ils ont fait encore la même chose aussi. Ils ont coupé, mais avec 55% du budget. Fait qu'il y a la moitié peut-être des CLD maintenant qui appartiennent directement au MRC. Mais le budget en moins, 55% de moins. Parce qu'à l'époque, quand il y avait le CLD, quand on avait créé les CLD étaient financés par 50% le gouvernement, 50% les MRC. Je regarde les MRC des pays d'en haut, présentement, on est rendu qu'on paye 80% de la facture du développement économique on appelle plus ça un CLD chez nous, mais c'est rendu 80%. Et à qui ça rapporte le plus, le développement économique, c'est encore au gouvernement du Québec. Mais encore là, ils sont venus chercher dans la richesse foncière, dans notre assiette. Ils ont pris l'exemple de M. Ryan avec la main de Dieu. Pour réussir à préserver ça sans faire d'augmentation au niveau des quotes-parts, on a fermé les 2 bureaux touristiques. C'est 10 emplois qui sont perdus chez nous. Les 2 bureaux touristiques, celui de Sainte-Adèle et de Piémont, est fermé. Et c'est comme ça aussi à beaucoup d'endroits au Québec. Au niveau de la santé, dans les coupures qu'il y a eu, vous avez vu à l'Institut national de la santé publique, se sont fait couper. Et là, ils viennent d'annoncer aussi au réseau Ville des villages en santé que le financement, c'est fini. Ce qui fait que le réseau Ville des villages en santé va devoir se tourner, comme la majorité des organisations présentement se tournent entre autres sur la Fondation Chagnon, sur des fondations comme ça, pour essayer d'avoir le financement. Encore là, on est chanceux parce que on le sait d'avance. Avec le conseil d'administration, on a le temps d'essayer de faire des plans pour se reconstruire autrement. Ça n'a pas été le cas avec Solidarité rurale du Québec. Solidarité rurale du Québec, probablement qu'on était plus méchants, peut-être que parce que Mme Bolduc et moi-même n'ont pas accepté d'être pour le Parti libéral, parce que tout le monde voulait l'avoir, tous les partis confondus voulaient l'avoir. Mais elle a toujours refusé parce que Solidarité rurale, pour elle, c'était plus important au niveau de la ruralité. On avait un mandat d'instance conseil qui faisait à peu près 75% de notre financement. Le mandat d'instance conseil a été... ont mis fin à ce mandat-là, mais ils ont mis fin très tardivement. Fait qu'ils nous ont avisé en novembre que le financement était coupé. Mais il nous devait une tranche on avait 2 tranches, fait que de mars à septembre et de septembre à mars suivant, ce qui fait qu'ils nous ont créé un trou de 200 000 $. On avait un petit peu de réserve, mais il a fallu mettre à pied d'autres 10 employés. Il a fallu vraiment fermer le bureau. Présentement, on a réussi à éponger la dette et avec les cotisations de nos membres. Et présentement, nos membres, les membres fondateurs, entre autres, sont en train de revoir si jamais, jusqu'à quel point on pourrait recréer Solidarité rurale comme instance, mais les membres fondateurs voudraient être maîtres d'œuvre de ça, des membres... ils veulent être capables de contrôler le message et le gouvernement du Québec ne contrôlait pas le message de la SRQ. Puis il y a des membres aussi qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec les positions qu'on prenait parce que les positions qu'on a toujours prises, c'était en faveur de la ruralité, même si des fois ça pouvait être aux dépens d'un des membres.
Au niveau de tous les programmes, je m'aperçois que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais vous référer à, si vous voulez voir toutes les coupures qu'ils ont pu avoir, vous regarderez sur l'IRIS. Austérité RIRIS, là, vous allez voir, il y en a pour 4 milliards. 4 milliards de coupures. Et à tous les domaines, vous allez voir tous les secteurs de coupures qu'ils ont pu avoir. Là, c'est assez impressionnant de voir cette liste-là. Ce qui est important de savoir, c'est que, il y a un rapport du Conference Board du Canada, le rapport de 2009, c'est que la ruralité, c'est 26% de la population du Québec, mais c'est 30% du produit intérieur brut du Québec. Ce qui fait que c'est pas vrai qu'on est déficitaire au niveau du milieu rural. Les régions rapportent beaucoup. Et ce qui est important, c'est la complémentarité entre les urbains et les ruraux. Je pense qu'on doit faire équipe ensemble, on doit travailler ensemble. On est le jardin, on est souvent le terrain de jeu. Même s'il y a des très beaux aménagements dans le milieu rural, en milieu urbain, il y en a aussi beaucoup en milieu urbain, en milieu rural, c'est la même chose. Fait que le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout modifié les structures et pendant qu'on essaye de se sauver, puis je vous dirais que la solidarité n'est plus nécessairement... Tout le monde essaie de sauver son portefeuille. Fait que la FQM, toutes les membres essayent de sauver le petit portefeuille et malheureusement, pendant qu'on se bat au niveau de la structure, le gouvernement du Québec vient toujours chercher de l'argent chez nous. Et comme il y a beaucoup de services, moi, je regarde la municipalité chez nous. Une des raisons qu'on est devenu ville et village en santé, c'était parce que l'ambulance arrivait trop tard chez nous. OK, ça prenait au moins une demi-heure, 45 minutes. Maintenant, on a mis en place un service de premier répondant. Et puis, c'est pas un service que jamais que les gens voudraient qu'on coupe. Mais à qui devraient appartenir ces services-là? OK? Ça devrait être financé par le ministère. C'est encore les contribuables, c'est toujours dans la poche. OK? Puis que pour moi, austérité, là, c'est juste une autre façon de faire porter. Là, vous allez voir les comptes de taxes scolaires qui montent, les taxes municipales qui comptent, pour essayer de compenser pour les services qui sont donnés. De par toutes les coupures, puis vous regarderez dans tous les domaines, là, c'est partout. Il n'y a plus rien qu'on va être capable de sauver, à moins de le récupérer via la taxe foncière, mais tous les programmes d'aide qu'on regarde, le maintien des petites écoles et tout ça, tout est en train de tomber. Merci beaucoup. Merci André. Je pense que vous avez ouvert notre conscience et nos yeux à des réalités que quand on vit dans des grandes villes ou des grands centres métropolitains, on n'est pas habitué. Et comment tous ces changements, en fait, met en danger la survie des régions à moyen et long terme. Ce n'est pas seulement qui affectent sur les coûts, non, mais qui ont des effets déstructurants. Ce n'est pas une mauvaise phase qu'on va vivre, et ça, c'est important à tenir compte. Mais il faudrait se questionner à savoir à qui ça va servir. OK? Parce que vous avez vu, tout de suite en arrivant, le gouvernement a enlevé le R du MAMRO. OK? Fait que c'est devenu le MAMO, c'est devenu les territoires. Et si les territoires se vident de leur population, qui est-ce qui est intéressé à nos ressources naturelles? Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce que c'est quelle autre communauté? Je ne sais pas. Mais il y a des villages qui vont fermer, OK? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de vie possible là-bas. Mais à qui ça va servir? On peut se questionner. On va le faire sûrement à la deuxième partie de la soirée. Maintenant, c'est le tour à Émilie Dufour, elle est conseillère en développement social.